Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter l'analyse complète de A à Z d'un trade qui m'a permis de générer 18% de rendement en seulement un mois. Donc 2025 est pour l'instant une année extrêmement volatile sur les marchés, causée principalement par les tarifs de Trump. Donc on avait eu énormément de peur et les marchés avaient beaucoup chuté. Et par la suite, on a eu une remontée qui a été tout autant spectaculaire avec les marchés qui ont tout simplement repris en force. Et au moment d'enregistrer la vidéo, on est même sur des nouveaux points hauts historiques. Donc c'est une année qui est tout simplement incroyable sur les marchés. Puis lorsque le marché était en train de baisser fortement, j'avais réussi personnellement à garder mon sang-froid, à faire une analyse macroéconomique objective et je m'étais rendu compte que le marché surestimait grandement le potentiel risque qu'on avait au niveau des tarifs et c'est pour ça que j'avais réussi à me positionner dans les points bas sur les marchés boursiers. J'avais d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet en avril 2025 où je vous expliquais les positions acheteuses que j'avais prises et aujourd'hui encore j'ai plusieurs de ces positions. Puis pendant que tout le monde regardait les marchés disons un peu plus classiques comme les indices boursiers ou les cryptos, et bien comme j'ai dit, j'étais positionné sur oui ces marchés-là, mais également sur d'autres marchés. Et donc, c'est ça qui m'a permis de saisir l'opportunité que je vais vous présenter aujourd'hui. Ce qui est fou, c'est que la majorité d'entre vous ne connaissent probablement même pas cet actif ou du moins l'ont jamais tradé. Donc, je vais vraiment vous présenter mon analyse de A à Z et comment j'ai fait pour générer un tel rendement. Puis comme d'habitude, guys, eh bien, ces vidéos-là ont énormément de valeur parce que mon objectif, c'est de rendre mon contenu gratuit meilleur que celui payant des autres. Bref, j'espère guys que vous êtes excités pour la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le type de contenu que vous aimez, mettez un like sur la vidéo. C'est quelque chose qui va tout simplement la mettre de l'avant et ça va me montrer est-ce que c'est le type de contenu que vous voulez voir plus souvent sur la chaîne. Et comme d'habitude, assurez-vous d'être abonné à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc premièrement, avant de regarder le trade en soi, on va commencer par établir un contexte fondamental. Si vous avez déjà écouté d'autres de mes vidéos dans ce style ou vous avez tout simplement suivi le contenu que j'ai fait, eh bien vous le savez très bien que l'analyse fondamentale, c'est la partie la plus importante de mon trading. Donc, avant de regarder des graphiques ou de regarder un trade en soi, il faut comprendre tout le contexte macroéconomique qui vient entourer un trade parce que c'est ça le plus important. Pour moi-même, avoir été en institution, donc sur le trading floor, par exemple, de RBC à Montréal ou à la Caisse de dépôt et placement du Québec, je vous le confirme, tous les professionnels de marché utilisent l'analyse fondamentale. Et quand on y pense, c'est parfaitement logique parce que les événements macroéconomiques, c'est ça qui va vraiment impacter le marché et qui va nous donner donc une direction qui est plus probable qu'une autre. Et donc, on va commencer par regarder tous ces aspects-là pour vraiment se faire une idée sur, OK, est-ce qu'on pense que le prix a plus de chances de monter ou de baisser? Et par la suite, une fois qu'on a cette direction-là, là, on va aller faire une analyse technique et regarder le trade un petit peu plus en détail. Donc, je vais vous présenter à l'instant un document que j'ai fait par rapport à ce marché et on va observer là, tous les éléments macro qui ont été pris en considération lorsque j'ai pris ma position. Et vous allez voir encore une fois que ça va beaucoup plus loin que ce que la majorité des gens vont vous montrer. Le trading, contrairement à ce qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux, c'est pas de juste faire une analyse technique, de mettre quelques lignes un peu n'importe où, puis ça y est, on fait des millions. OK? Non, si on veut vraiment réussir en trading, atteindre un niveau professionnel et gagner beaucoup d'argent, il faut pousser son niveau de compréhension le plus loin possible et c'est exactement ce que vous allez voir à l'instant. Donc, le premier point qui est important à comprendre, c'est que le cuivre a une assez forte corrélation avec les marchés boursiers. Donc, ici, comme on peut voir, j'ai mis le graphique du S&P 500 en blanc et le graphique du cuivre en orange. Et on peut voir qu'en général, donc ça c'est depuis 2020, eh bien on a quand même des mouvements et des cycles qui ont tendance à se suivre. Et quand on comprend le fondamental derrière ça, eh bien, on se rend compte que c'est tout à fait logique. OK? Le cuivre, c'est un métal qui est utilisé beaucoup dans la production, par exemple, de biens industriels ou, par exemple, qui va être aussi très utile dans tout ce qui va toucher à l'énergie renouvelable. Et donc, si l'économie va bien et qu'on est en croissance, eh bien, logiquement, le cuivre devrait suivre aussi. Et donc, c'est exactement ce qu'on est capable de remarquer juste ici. Maintenant qu'on comprend qu'il y a une forte corrélation entre les indices boursiers et le cuivre, eh bien, c'est quand même pertinent de commencer son analyse par regarder donc les indices boursiers. Donc, de voir est-ce que les indices sont haussier. OK? Est-ce qu'on est dans une situation économique qui va bien? Et donc, si la réponse est oui, eh bien, on va déjà avoir un petit peu plus de probabilité à la hausse par rapport à ce point-là. Donc, pour faire cette analyse-là, on ne se cassera pas trop la tête. On va principalement regarder les données économiques aux États-Unis. C'est le point le plus important. Les États-Unis restent encore aujourd'hui la première puissance mondiale. Si on veut pousser son analyse encore plus loin, on pourrait regarder
c'est les données de l'Europe et la Chine. Ça va nous donner ce qu'on appelle le World View. Mais pour faire simple aujourd'hui, on va juste regarder les données aux États-Unis. Sinon, la vidéo durerait vraiment longtemps si on irait dans tous les détails. Mais donc, au niveau des données aux États-Unis, on va regarder premièrement les PMIs, OK? Donc les Manufacturing PMI et les Services PMI. Je vous ai déjà présenté ces données-là dans d'autres vidéos, mais essentiellement, c'est des indicateurs avancés qu'on appelle de l'économie. Donc, c'est des sondages qui sont faits justement auprès d'entreprises et d'usines et des choses comme ça. Et donc, ça va nous montrer justement l'activité tout simplement économique donc aux États-Unis au niveau donc du secteur manufacturier et des services. Et historiquement parlant, cette donnée-là a quand même un certain pouvoir de prévision sur les autres données économiques. Et c'est pour ça qu'on va toujours commencer avec celle-là. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les données donc des PMIs vont toujours osciller aux alentours de 50. OK? Donc, le niveau des 50 va être aux alentours d'ici. Et comme on peut voir, la donnée va tout le temps fluctuer alentour de ça. Et la façon qu'on peut lire l'indicateur, eh bien, c'est plutôt simple. Si on est au-dessus de 50, c'est qu'on est en croissance. Si on est en dessous de 50, on est dans un ralentissement. Puis, évidemment, si on est alentour de 50, la donnée va être, disons, plutôt neutre. OK? Donc, si on regarde le secteur manufacturier, on voit que pour l'instant, on est aux alentours là, de 48, plus ou moins, sur les PMIs. Donc, on voit qu'on est un petit peu en dessous de 50, mais 48, donc historiquement parlant, ça reste quand même, disons, relativement élevé. OK? C'est pas comme si on était rendu à 40 ou à 35, puis ainsi de suite. Donc, au niveau du secteur manufacturier, on est, disons, plutôt neutre / petit ralentissement. Par contre, si on regarde les données des services, eh bien là, on voit qu'on est aussi aux alentours de 50, mais cette fois-ci, un petit peu plus haut. Maintenant, un point qui est super important à comprendre, c'est que les services aux États-Unis sont beaucoup plus importants dans la balance économique que le secteur manufacturier. Ce qui fait que si le secteur manufacturier est un petit peu en dessous de 50, mais les services sont un peu au-dessus de 50, eh bien, les services vont pencher un peu plus dans la balance. Et donc, au niveau des PMIs, on peut voir qu'on est, disons, plutôt neutre / peut-être un peu haussier par rapport à ça. Maintenant, si on regarde donc les deux autres données importantes, c'est-à-dire les données de l'inflation et les données de l'emploi, donc, au niveau des données de l'inflation, on voit qu'on est à 2,7 annuel et on voit qu'on maintient cette moyenne-là depuis plus ou moins un an. Donc, on est un peu élevé parce que l'objectif de la Banque centrale, c'est 2 annuel. Donc, on est un petit peu élevé, mais ça reste quand même pas si pire que ça. Évidemment, la Banque centrale va quand même tolérer une certaine marge de manœuvre alentour donc, de ce fameux 2 annuel. Donc, au niveau de l'inflation, on peut dire qu'on est un peu élevé, mais ça reste quand même plutôt stable pour le moment. Et les données de l'emploi sont extrêmement bonne. OK? Donc, le taux de chômage est à 4,1 et historiquement parlant, c'est extrêmement faible. OK? Si on regarde un graphique de 10 ans, on peut voir qu'on est très, très faible au niveau du taux de chômage. Et en règle générale, si on est en dessous de 5 de chômage, on est dans une situation de plein emploi et c'est exactement ce que la Banque centrale veut voir. Donc, bref, avec cette simple analyse au niveau des données, on peut voir que les PMI sont, disons, plutôt neutres / peut-être un peu positifs. Et au niveau des données de l'emploi et de l'inflation, on est quand même dans une très, très bonne situation. Et donc, tout ça fait en sorte qu'on est dans un environnement qui est assez positif au niveau des données économiques. Et c'est l'une des parties qui justifie donc la hausse qu'on a vue cette année sur les marchés boursiers. Et ça justifie également en partie pourquoi, lorsqu'on était en train de crasher à cause des tarifs de Trump, eh bien, j'avais émis l'hypothèse que lorsque la panique allait un peu se calmer, eh bien, le marché allait tout simplement remonter parce qu'on reste quand même dans une situation économique qui est très favorable. Et c'est exactement donc ce qui s'est passé. Donc, une fois qu'on a cette vision-là, eh bien, là, j'ai vu donc, OK, on est aussi sur les indices boursiers. On est aussi également donc sur le cuivre basé sur cet aspect-là de corrélation. Donc ça, c'était le premier élément. Ensuite de ça, deuxième point, on peut voir ici qu'on a la corrélation entre le DXY. Donc le DXY, c'est l'indice du dollar américain et le cuivre. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une corrélation inverse, c'est-à-dire que le cuivre sur le marché se fait transiger en USD et donc il y a une relation inverse entre la monnaie des États-Unis et le prix du cuivre. Maintenant, bon, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ce n'est pas une corrélation parfaite, OK? Puis évidemment, tout ce que je vous montre aujourd'hui, il n'y a rien de parfait. L'objectif, c'est d'optimiser les probabilités. Donc, de regarder tous les éléments importants, puis de voir est-ce qu'il y a une direction qui, après, semble plus favorable qu'une autre, OK? Donc, si on regarde juste ici le graphique, donc, en orange, j'ai le prix du cuivre et en rose, on a le dollar américain. Et si on s'attarde sur les périodes de hausse et les périodes de baisse, disons, directionnelles, eh bien, on va être capable de voir une corrélation inverse. OK? Donc, par exemple, ici, le cuivre avait beaucoup monté alors que le dollar américain était en train de baisser. Ici,
c'est la même chose. Le dollar américain avait beaucoup remonté et c'est à ce moment-là que le cuivre avait ralenti et fini par corriger par la suite. Et on a donc la même chose depuis le début de l'année. C'est-à-dire que le dollar, depuis le début de l'année, est assez baissier. On a beaucoup de pression sur le dollar, surtout par rapport à l'incertitude que les tarifs ont amené. Et donc, si le dollar est baissier, eh bien, normalement, en termes de corrélation toujours, le cuivre et, par exemple, les autres métaux vont avoir plus de probabilité d'être haussiers. Donc ça, c'était un autre facteur que j'ai pris en considération. Ensuite de ça, on continue. Vous allez voir que ça va de plus en plus loin au niveau de l'analyse fondamentale. Donc ici, troisième graphique, on a l'offre et la demande du cuivre entre 2020 et 2040. Donc évidemment, c'est des projections. Et ce graphique-là est extrêmement important. Puis vous allez comprendre l'idée. Donc ici, ce qu'on peut voir, c'est que en turquoise, on a l'offre visible. Donc ça va être l'offre normalement du cuivre. En orange, on a la demande. Donc on voit là qu'à partir de 2027, plus ou moins, la demande va excéder l'offre actuelle. Maintenant, évidemment, il y a des projets en cours. C'est-à-dire que lorsqu'on trouve une mine de cuivre, eh bien, on va pouvoir commencer à l'exploiter et ce cuivre-là, éventuellement, va être en circulation dans l'économie. Et on peut voir donc qu'avec la ligne verte, on a l'offre plus les projets probables. OK? Donc, les projets qui ont quand même une bonne chance de voir le jour. Et en rose, on a l'offre et tous les autres projets. Donc ça, c'est, on va dire, la donnée qui est peut-être un peu moins fiable parce qu'évidemment, parmi ces projets-là, eh bien, il y en aura forcément beaucoup qui vont tomber à l'eau et qui ne seront pas finalement si intéressants que ça. Donc, si on regarde un petit peu plus en détail maintenant les courbes, ce qui est important de, on va dire, réaliser ici, c'est que au fil du temps, OK, plus que les années avancent, la demande pour le cuivre va continuer d'augmenter. Parce que comme je l'ai dit plus tôt, le cuivre est extrêmement utilisé dans tout ce qui touche à l'énergie renouvelable. Et évidemment, sans grande surprise, vous savez tous qu'on s'en va dans cette direction-là. Donc le cuivre va jouer un rôle très, très, très important pour ça. Et le problème, c'est que lorsqu'on trouve une nouvelle mine de cuivre, donc entre ce moment-là et le moment où ce que le cuivre va être en circulation dans l'économie, eh bien, c'est un processus qui est extrêmement long. OK? On parle de plusieurs années. Et donc, le problème, comme le graphique nous le montre juste ici, c'est que, eh bien, la demande pour le cuivre devrait normalement excéder l'offre disponible dans les prochaines années. Et évidemment, ça, c'est une vision qui est extrêmement long terme, mais c'est quelque chose que je garde toujours en tête lorsque je vais trader les matières premières parce que justement, ça va me donner une direction qui, sur du long terme, semble plus probable. Donc, évidemment, si je suis positionné dans cette direction-là, eh bien, je viens donc déjà d'optimiser mes probabilités. Donc, ça, c'est l'un des points les plus importants pour le cuivre. Ensuite de ça, quatrième graphique juste ici. Donc, ça nous montre à peu près la même chose, mais sous un autre angle. Donc, on voit qu'on a les projets miniers prévus versus ceux qui sont réellement actifs. Et on peut voir que de plus en plus que le temps avance, eh bien, de plus en plus qu'on a une disparité à ce niveau-là. Et donc, ça fait juste renforcer, encore une fois, la même idée pour le cuivre. Donc, bref, rien de trop compliqué ici à comprendre, mais c'est à peu près la même chose que ça nous confirme. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut voir que sur ce cinquième graphique-là, donc là, on a les stocks de cuivre au LMI et on peut voir donc que depuis 2015, eh bien, on est en baisse constante au niveau des stocks de cuivre et donc ça fait juste renforcer la situation fondamentale pour le cuivre, c'est-à-dire que la demande continue d'augmenter, l'offre diminue et on s'attend à ce que ça continue dans cette direction et c'est ça le plus important au niveau du fondamental. C'est pas juste qu'est-ce qui se passe en ce moment, mais c'est qu'est-ce qui va arriver dans le futur. Et donc, n'importe quel trader professionnel qui vont transiger sur le cuivre, eh bien, tout le monde le sait que le cuivre, éventuellement, normalement, la demande va finir par dépasser l'offre. Et donc, avec cette idée-là en tête, ça fait que les gens vont déjà en avance se positionner. Et donc, c'est ça qui rend le marché haussier, même si dans le moment présent, on n'a pas encore ce problème, tout le monde le voit venir d'avance. Et donc, c'est ça qui rend le marché plus haussier. Ensuite de ça, on continue. Donc, sixième graphique, on a l'évolution du coût d'extraction du cuivre. Donc, évidemment, les coûts sont en hausse, ce qui vient pas aider la situation. OK? Donc, ça vient renforcer l'idée qu'on va avoir un certain manque de cuivre dans les prochaines années. Ensuite de ça, septième graphique juste ici. Donc là, on a le rendement mensuel moyen. Donc, on a le S&P 500 et le cuivre.
Et donc ça touche à la saisonnalité. J'ai également un huitième graphique juste ici qui nous montre, on va dire un petit peu plus là, facilement, l'évolution de la saisonnalité. Donc la saisonnalité, pour ceux qui sont peut-être moins familiers avec le concept, c'est tout simplement qu'il y a certains marchés qui, pendant une certaine période de l'année, vont avoir plus de probabilité d'être haussiers que de corriger ou l'inverse. OK? Donc par exemple, au niveau des indices boursiers, on a une saisonnalité qui est plutôt haussière durant une grande partie de l'année. Par contre, aux alentours de août, septembre et même des fois le mois d'octobre, c'est là qu'on commence à corriger un petit peu plus sur les indices boursiers. On voit que la saisonnalité pour le cuivre est sensiblement la même. Donc, évidemment, c'est logique parce que, ben, comme j'ai dit, ça a tendance à suivre les indices boursiers. Et donc, personnellement, lorsque j'ai pris mes positions sur le cuivre, on était aux alentours de mi-mai. Et donc, ça fait qu'on était toujours dans une période de saisonnalité qui, en général, était haussière. Et donc, ça, c'est encore une fois un autre élément à considérer. Donc, c'est à peu près ce qu'on peut voir sur ce huitième graphique-là, juste ici. Donc, on voit la saisonnalité des indices boursiers du S&P depuis presque 100 ans et celle du cuivre depuis environ 25 ans. Et on peut voir donc qu'en général, on est haussier pour le début de l'année. On a tendance à corriger durant l'été et par la suite, la tendance haussière se reprend. Donc, évidemment, si on est par exemple en avril ou en mai, eh bien, ça reste une période qui est très intéressante en termes toujours de probabilité pour entrer sur le marché. Donc voilà, donc ça, guys, c'est tous les éléments que j'ai considérés dans mon analyse fondamentale. J'espère, en voyant ça, que ça l'a ouvert les yeux à certains d'entre vous d'à quel point on peut pousser sa compréhension des marchés. Et c'est ce que je répète constamment. OK? Quand on regarde un trader professionnel versus un trader qui n'a aucun résultat, la différence est flagrante. OK? Un trader professionnel va comprendre tous les éléments que je viens de vous présenter aujourd'hui et va les considérer dans son analyse. Tandis qu'un trader qui n'a aucun résultat, eh bien, il va aller sur le graphique du cuivre, il va mettre quelques lignes un peu au hasard, il va prendre des trades là-dessus, puis croiser les doigts que ça fonctionne. OK? La réalité, c'est que le trading, eh bien, c'est pas juste un jeu de mettre des lignes. OK? Le trading, avant tout, c'est un métier de la finance. OK? C'est de l'économie. OK? C'est rien de bien compliqué, mais il y a tellement de traders qui passent à côté de ce point-là. Puis au final, après ça, ils se demandent ben, pourquoi ils ne sont pas rentables alors que la réponse est littéralement sous leurs yeux. Donc bref, tout ça pour dire qu'une fois qu'on a regardé ben, tous ces graphiques et qu'on a compris la situation fondamentale du cuivre, eh bien, on est capable assez facilement de voir que la direction semble, en termes de probabilité, beaucoup plus haussière. Et donc, avec ce contexte-là macroéconomique, eh bien, par la suite, c'est là que je vais aller faire mon analyse technique et trouver des points d'entrée pour me positionner sur le marché. Donc, maintenant que le fondamental est mis au clair, donc là, on sait qu'on a une direction plutôt haussière, eh bien, je vais aller faire mon analyse technique. Et encore une fois, vous allez le voir, l'analyse technique, c'est très simple, OK? C'est rien de bien compliqué et ça n'a pas besoin d'être compliqué parce que, encore une fois, c'est pas le point central de l'analyse, OK? Donc ici, sur le cuivre, on va commencer avec une vision plutôt long terme, OK? Donc là, on voit qu'on est depuis 2020, donc c'est à peu près ce qu'on voyait tantôt, c'est-à-dire qu'on a eu une très belle hausse juste ici du cuivre, on a eu une correction assez brutale juste ici, et depuis qu'on a retouché le gros niveau ici, eh bien, on voit qu'on est reparti dans une tendance haussière qui est pas très forte pour l'instant. Donc, c'est une tendance haussière qui est un petit peu plus graduelle, mais quand même, on est dans une tendance haussière. Donc, on peut voir que j'ai identifié les gros niveaux avec tout simplement les support résistances. On a aussi les trendlines juste ici qui définissent le canal haussier qu'on a présentement. Et en termes d'analyse technique, eh bien, c'est vraiment aussi simple que ça. OK? Rien de bien compliqué. Si on regarde un graphique un petit peu plus rapproché dans le temps, le gros mouvement baissier qu'on a juste ici, c'était le mouvement baissier qu'on a eu avec les tarifs de Trump. OK? Donc, ça, c'était au même moment où que les marchés étaient en train de baisser. Par la suite, on a fait un point bas en avril. Donc, ça, c'est le même point bas qu'on a sur les indices. À cette période-là, je suivais le cuivre. En fait, en réalité, j'avais déjà des positions sur le cuivre que j'avais fermées vers ces niveaux-là. Et par la suite, je le suivais toujours. Mais j'étais vraiment concentré au début sur les indices boursiers. Donc, c'est pour ça que je n'avais pas pris de position directement vers ce niveau-là, malgré que ça aurait pu être une très bonne option. Mais donc, j'ai quand même attendu un petit peu sur le cuivre pour voir comment il allait réagir parce que, historiquement parlant, le cuivre peut quand même faire des corrections assez profondes. Donc, souvent, j'aime bien attendre quand même un minimum de confirmation qu'on est vraiment dans une tendance haussière toujours et non de juste acheter, par exemple, quand le marché est en train de baisser. Ça, c'est mon approche un petit peu plus sur les indices boursiers. Mais sur le cuivre, des fois, j'aime bien attendre un petit peu plus de confirmation. Donc, une fois qu'on avait baissé comme ça, on voit qu'on a très, très bien remonté par la suite. Et c'est à partir donc de ces niveaux-là que j'ai commencé à m'intéresser à prendre une position sur le cuivre. Évidemment, à ce moment-là,
toute l'analyse fondamentale que je viens de vous montrer, je l'avais déjà en tête. Ok, j'avais déjà toute ma vision. Je savais que le cuivre en général était haussier. Puis en réalité, c'est pour ça que ça fait plusieurs années que je trade le cuivre. Ok, cette vision-là n'a pas vraiment changé tant que ça dans les dernières années. Mais donc, c'est ce qui continue de faire en sorte que le cuivre est en tendance haussière. Ok, donc là, on avait une très, très belle impulsion. Par la suite, on a commencé à faire une correction. Et c'est à ce moment-là que j'ai rentré sur le marché. Donc, plus précisément, si on regarde un graphique un petit peu plus rapproché dans le temps, j'ai pris ma position lorsqu'on avait eu cette correction-là juste ici. On était revenu tester un très, très beau niveau technique. Et par la suite, on peut voir qu'on a fait un autre niveau juste ici. Et c'est lorsqu'on a brisé ce niveau-là à la hausse que j'ai décidé de prendre une première position. Je vais également, à l'instant, vous afficher à l'écran le message que j'ai mis en direct dans notre groupe de trading. Donc, pour ceux qui le savent, on a un programme de coaching où ce qu'on accompagne les gens pour apprendre à trader. On a déjà plus que 800 étudiants aujourd'hui au sein du programme. Et dans le groupe de trading, l'une des choses que les étudiants ont accès, c'est que je partage en direct tous mes trades. Ok, que ce soit un trade, que ce soit un investissement, bref, littéralement, tout ce que je fais, c'est publié en live. Je le fais principalement par transparence, tout simplement. Mais donc, comme on peut voir, eh bien, à ce moment-là, quand j'ai pris ma position sur le cuivre, eh bien, je l'avais dit en direct, évidemment, dans notre groupe de trading. Donc, ça, c'était mon point d'entrée. Puis, comme on peut voir, le point d'entrée, en réalité, est extrêmement simple. Ok, c'est rien de compliqué. Puis, c'est aussi ça, dans un sens, l'objectif que j'ai, guys, avec ces vidéos-là, c'est de vous montrer que le vrai travail, c'est de comprendre le fondamental, c'est de comprendre tous les éléments macroéconomiques. C'est pas l'analyse technique. Ok, l'analyse technique, c'est très simple en soi, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Ok, donc bref, ça c'était mon point d'entrée et je suis entré avec l'idée d'avoir une position disons, moyen, long terme sur ce marché-là. C'est-à-dire que je n'avais pas vraiment un étendu de temps extrêmement précis. Je savais que les marchés étaient redevenus haussiers. J'avais envie d'avoir mon exposition sur le cuivre comme j'ai depuis plusieurs années. Et donc, je trouvais que c'était un bon moment pour tout simplement me positionner sur le marché. Et concrètement, le raisonnement est vraiment aussi simple que ça. OK? Fait que c'est rien de bien compliqué, mais c'est donc ça qui m'a permis de rentrer à ce moment-là sur le cuivre. C'était vraiment ma première, si on veut, confirmation d'une tendance haussière. OK? Parce que ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, on avait déjà eu une impulsion haussière et par la suite, on a commencé justement cette correction-là, mais on n'avait pas eu, on va dire, un autre breakout. On n'avait pas eu une autre confirmation que, OK, on était vraiment revenu dans une tendance haussière. La première vraie confirmation de ça était lorsqu'on a brisé ce niveau-là et c'est pour ça que j'ai rentré juste ici, tout simplement. Ensuite de ça, une fois que j'ai rentré dans le trade, eh bien, on va voir que le marché a évolué disons, de façon plutôt simple. Donc, on a quand même eu une très, très belle poussée pour commencer. Donc, ça l'avait bien débuté. Par la suite, on peut voir que le marché a commencé à corriger un petit peu. On a remonté. On est revenu corriger un petit peu. Donc, on a fait un peu de surplace dans un angle haussier, on va le dire comme ça. Puis, en réalité, tout ça ne me dérangeait aucunement. OK? Donc, c'est pas parce que le prix ne décolle pas en malade pendant les premiers jours, les premières semaines de la position que c'est problématique ou quoi que ce soit. OK? Mon idée fondamentale n'avait pas changé. Les marchés étaient haussiers. L'incertitude diminuait de jour en jour et c'était parfait. OK? Donc, la situation était encore la même. Par la suite, on peut voir qu'on a eu une très, très belle poussée juste ici. Et lorsqu'on a atteint ce niveau-là, j'avais déjà commencé à considérer à prendre mes profits. Parce que ici, même si ça n'a pas l'air d'être un mouvement qui est si impressionnant, eh bien, si on calcule la grosseur du mouvement, on voit qu'on avait quand même déjà un 10% plus ou moins de rendement. Donc, 10% de rendement en quelques semaines, c'est très bon. OK? On s'entend, c'est un très, 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 très bon rendement, surtout lorsqu'on gère un gros capital. OK? Donc, ça fait déjà un profit qui est très intéressant. Enfin, j'avais considéré fermer mon trade ici, mais finalement, j'avais décidé de garder la position. Tout simplement parce que je me disais, ben, on a quand même un niveau historique ici. Fait, je me disais, si par exemple, je ferme mon trade, oui, je sécurise mon profit, mais dans un sens, je perds mon exposition. Fait que si le marché vient à breakout, ben, malheureusement, je vais perdre une grosse partie du profit que j'aurais pu encaisser. Et donc, à cause de ça, eh bien, j'ai décidé de garder ma position. Et par la suite, si on avance un petit peu plus, on va voir que le trade s'est complété d'une façon assez spectaculaire. Donc, on a eu ici une énorme poussée en une seule journée. Et ça, c'était un mouvement donc, qui était tout simplement incroyable. Pour vous donner une idée, parce que j'ai fait quelques recherches par la suite sur ce mouvement-là, en une journée, c'est la plus grosse hausse sur le cuivre qu'on a depuis les années 80. OK?
Donc, ce mouvement-là, c'est vraiment un mouvement historique sur ce marché-là. C'est la journée la plus forte depuis des dizaines d'années. OK? Et ce qui est fou, donc, c'est que j'étais encore dans le trade à ce moment-là. Bon, maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui est arrivé? OK? Pourquoi le marché a soudainement explosé de cette façon-là? Eh bien, la réponse en soi est très simple. On a tout simplement notre cher Trump qui a décidé de mettre des tarifs de 50 sur le cuivre. Et donc, évidemment, dans une situation comme ça où ce que le marché est déjà un peu serré et qu'on sait d'avance qu'il va avoir un problème d'offre et de demande, eh bien, si en plus Trump s'amuse à mettre des tarifs énormes sur le cuivre, eh bien, inévitablement, le prix va exploser à la hausse et c'est exactement ce qui est arrivé. D'autant plus que, puisqu'on brisait un niveau historique, et qu'on était rendu vers des nouveaux niveaux, en fait, qu'on n'a jamais atteints, eh bien, ça fait qu'on a ce qu'on appelle un short squeeze, c'est-à-dire que tous les gens qui pariaient à la baisse, donc tous les gens qui pensaient que le marché allait rebaisser, eh bien, ils sont forcés de sortir de leur trade parce que le marché a atteint un nouveau niveau. Et donc, ça fait qu'il y a tout le temps un risque à ce que le marché continue de monter. Et donc, les gens qui parient à la baisse vont commencer à perdre de plus en plus. Et donc, c'est ce qu'on appelle un short squeeze. Donc, les vendeurs sont forcés à sortir du marché. Et donc, c'est quelque chose qui vient amplifier le mouvement. Et c'est pour ça qu'on a eu une telle hausse en seulement une journée. Donc, une fois que j'ai vu cette hausse-là, évidemment, la première chose que j'ai fait, c'est prendre un pas de recul. OK? Parce que là, en littéralement quelques secondes, mon trade venait de passer à un autre niveau. C'était déjà un très bon trade, mais là, ça a vraiment atteint un autre niveau. Et donc, j'ai dû prendre un pas de recul, OK, pour pas prendre une décision émotionnelle ou tout simplement réagir sur la volatilité, OK? Et donc là, ce que j'ai commencé à regarder, eh bien, c'est premièrement, comme j'ai dit, c'était le plus gros mouvement depuis des dizaines d'années, OK? Donc, lorsqu'on a entre guillemets, la chance d'avoir un mouvement comme ça. Évidemment, on met des guillemets parce que, bon, c'est pas de la chance, tout le trade était planifié d'avance. Et je pense qu'on se serait quand même rendu à ce niveau-là. Même si Trump n'aurait pas mis des tarifs, ça aurait juste peut-être été un petit peu plus long, mais je pense qu'on aurait quand même réussi à break out. Donc, bref, tout ça pour dire que lorsqu'on vit une situation comme ça, eh bien, personnellement, du moins, je suis quelqu'un qui est, on va dire, relativement conservateur sur les marchés. Donc, quand que j'ai, encore une fois, entre guillemets, la chance d'être exposé au marché lorsqu'on a un tel mouvement, eh bien, mon premier réflexe, ça va être de tout simplement sécuriser mon profit et non de forcément garder la position dans l'espoir qu'on va continuer à monter alors qu'on a déjà fait l'une des plus grosses hausses de tous les temps sur ce marché-là. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que si on revient sur un graphique un petit peu plus long terme, eh bien, on avait atteint la clone trendline que j'ai juste ici. OK, donc la ligne de tendance que j'ai tout simplement copiée et parmi le système que j'utilise, c'est un niveau qui souvent a tendance à être respecté et qui peut agir comme obstacle. Et donc, ces deux aspects-là combinés, eh bien, c'est ça qui m'a permis de sortir de mon trade là, vers ce niveau-là. Évidemment, c'était tellement une journée volatile que je préférais aussi tout simplement sortir du marché, réévaluer la situation. Puis si par la suite, je voulais reprendre une position, il n'y a rien qui m'empêchait de juste reprendre le même trade. Mais j'aimais mieux être out du marché pour avoir vraiment le temps de réfléchir puis de pleinement me faire une tête par rapport à ça. OK? Donc finalement, j'ai décidé de sortir aux alentours de la clone trendline juste ici. Et donc, si on mesure le rendement que j'ai fait, donc on prend le point d'entrée jusqu'à la clone trendline, eh bien, on peut voir qu'on est aux alentours là, de 17-18%. Sur ma plateforme de courtage, c'était plus 18%, mais bref. Donc, ça, c'est le rendement que j'ai réussi à générer en plus ou moins un mois et demi de tenir cette position-là. Donc voilà, comme on peut voir, guys, niveau technique, niveau prise de position, puis ainsi de suite, c'est plutôt simple en réalité. OK, c'est rien de très complexe. Des fois, il y a des trades qui vont demander un petit peu plus de gestion, un petit peu plus de compréhension technique si on veut, mais ici, c'était vraiment assez simple. Le point le plus important était toute la pression haussière qui nous provient du fondamental. Et c'est ça donc qui a amené le cuivre à, oui, monter cette fois-ci, mais en plus à être en tendance haussière depuis des années. Et si cette situation fondamentale-là se poursuit, eh bien, probablement que je vais avoir d'autres opportunités sur le même marché. Donc, les quelques leçons qu'on peut tirer de ça, eh bien, premièrement, c'est évidemment l'importance du fondamental. OK, je pense que vous l'avez compris. Deuxièmement, ça serait la patience. OK, la patience de
prendre une position et que même si pendant plusieurs semaines, le marché n'est pas en train d'exploser à la hausse, ben, c'est pas grave. Si l'idée fondamentale est encore valide, eh bien, c'est correct et on peut garder la position. Et évidemment, eh bien, de garder son sang-froid, OK? Parce que si j'avais paniqué pendant soit le crash ici avec les tarifs ou alors avec la hausse par la suite qu'on a eu avec les tarifs qui ont été mis sur le cuivre, eh bien, dans ces deux scénarios-là, peut-être que ça m'aurait poussé à prendre une décision émotionnelle qui n'était peut-être pas la plus optimale. OK? Donc, c'est super important de tout le temps garder son sang-froid sur les marchés, de prendre un pas de recul et de vraiment juste analyser la situation de façon objective. Donc, bref, j'espère, guys, que vous avez apprécié la vidéo. J'espère que ça vous a vraiment montré l'importance, encore une fois, d'aller le plus loin possible dans ces analyses. Si vous voulez gagner beaucoup d'argent sur les marchés et atteindre un niveau professionnel, vous n'avez pas le choix. OK? Si vous voulez vous rendre au point où ce que, comme ici, j'ai réussi à faire des dizaines de milliers de dollars avec un trade, il faut pousser sa compréhension le plus loin possible. OK? Ce ne sera pas juste avec des petites lignes sur un graphique qu'on va être capable de faire ça. Et donc, si justement, vous voulez pousser votre compréhension des marchés à un autre niveau et travailler avec moi et mon équipe directement, je vous invite, guys, à regarder le lien dans la description de cette vidéo-là. Ça va vous amener vers une page présentation du programme et qu'est-ce qu'on fait concrètement au sein de notre coaching. Donc, comment on a accompagné déjà aujourd'hui plus que 800 personnes de passer de zéro à devenir rentable sur les marchés. Vous allez avoir une autre vidéo qui explique littéralement tout le processus qu'on met en place par rapport à ça. Et si c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse et que vous êtes vraiment sérieux dans vos démarches, vous allez même avoir l'option de planifier un appel avec moi ou un membre de mon équipe pour qu'on puisse voir avec vous, eh bien, si on peut vraiment vous aider et si on est un bon fit pour travailler ensemble. Fait que si vous voulez développer cette compréhension-là des marchés, cliquez sur le lien dans la description de la vidéo, allez voir l'autre vidéo de présentation et planifier un appel par la suite. On va être capable de voir avec ça si on peut vraiment vous aider. Sinon, guys, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a apporté beaucoup de valeur. Si oui, mettez-y un like et là-dessus, on va se retrouver dans la prochaine.